C'est un peu inédit, mais bien agréable comme cadre. Alors, je suis ravie de vous parler ce soir. Moi, je suis sociologue. Je suis contente d'être invitée parmi vous, mais je dois quand même vous avouer un péché originel de mes recherches dans une telle assemblée. C'est que mes recherches de terrain, je vais quand même parler de ces recherches, un peu à distance, et évidemment de ce livre, du dernier livre paru. Mais mes recherches de terrain portent sur les enseignants du second degré, se veulent très générales. Et comme je travaille en qualitatif, par entretien, en général, je n'interroge pas d'enseignants de PS. En tout cas, dans les enquêtes que j'ai faites. Et donc, c'est aussi peut-être, alors je sais qu'il n'y a pas que des enseignants de PS dans la salle, mais ça sera peut-être aussi une manière de discuter que de voir si le propos général que je vais tenir peut vous concerner aussi. C'est bien mon ambition lorsque je parle et je généralise, mais ce n'est pas si sûr que ça. Donc ça peut être aussi une manière de débattre et pour moi d'apprendre sur les enseignants de PS, parce que par contre j'ai beaucoup d'heures d'enseignement en IUFM et en SP, je sais très bien, pour avoir parlé devant des assemblées de jeunes enseignants de PS, qu'effectivement, il y a une spécificité, mais aussi, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi des enseignants avec d'autres enseignants et partageant un certain nombre de leurs défis, de leurs problèmes. Alors, ce que je vous propose comme topo, alors j'ai bien compris que c'était à la fois un topo, un vrai topo, et à la fois quelque chose d'un peu plus libre. Alors, je me suis un peu amusée avec les codes académiques et voilà ce que je vous propose, une espèce de raisonnement qui sillonne dans certaines recherches que j'ai faites, mais qui propose aussi une thèse un peu forte, que j'ai jamais écrite en tant que telle, mais un petit peu quand même, ou que je propose dans des conférences et dont on va débattre. Je vais démarrer par 2 anecdotes, je vais faire 3 citations. Je vais vous parler de 3 épreuves du travail enseignant que j'ai formalisées à partir de mes recherches. Je vais expliquer en quoi elles sont travaillées par des évolutions sociétales très générales. Et après, la thèse que je vais développer dans la deuxième partie, c'est de dire que les changements proposés aujourd'hui par des réformes, par des lois, par des politiques publiques, ont cela de problématique qu'au fond, elles ne prennent pas toujours ces réformes, ces lois ou ces dispositifs, ils ne prennent pas toujours en compte les évolutions sociétales auxquelles sont confrontés les enseignants. Je vais proposer cette vision-là et je vais essayer de le faire travailler un petit peu sur quelques changements, vous pourrez en rajouter. Je ne parle pas de la réforme du bac, je ne fais plus d'enquête de terrain, je ne sais pas exactement, mais justement dans le débat, vous pourrez rajouter des changements dont je ne parle pas pour voir si mon petit modèle fonctionne. Et puis je terminerai par 2 portraits d'enseignantes parce que j'aime bien me poser aussi sur des cas concrets. Donc voilà le programme. Je n'ai pas besoin de slides pour vous parler de mes anecdotes personnelles. Alors l'intervention sur le changement, elle est venue alors que je répondais à une invitation comme la vôtre, si ce n'est que ce n'était pas dans un café, c'était plus formel, d'une association un peu comme la vôtre, que je ne vais pas citer, et dont le titre de la journée d'études, c'était « Réussir le changement, mais comment ?» Et je devais intervenir là-dessus, faire une conf là-dessus. Mais je suis restée très perplexe. Réussir le changement, mais comment? Ou comment réussir le changement? Mais le changement, mais quel changement? C'était naïf, mais pas seulement naïf. Je ne savais pas sur quoi je devais faire ma conférence. Quel changement? C'était il y a quelques années, il y avait eu 1 ou 2 réformes, je ne me rappelle plus trop de quoi il s'agissait, mais c'était compliqué. Et puis la deuxième anecdote personnelle, c'est que j'ai fait partie d'une espèce de, comment on va dire ça, de groupe de réflexion nationale sur la formation des enseignants. Je suis assez investie dans la formation des enseignants à cause des CPE, mais pas seulement. Et figurez-vous qu'on rédigeait des textes. Alors c'est ces textes, il y a des syndicats, il y a cet officiel, enfin c'est un type d'exercice auquel on est convié, mais je vous avoue que voilà, j'essaierai de ne plus y être convié ou de refuser dorénavant. Et on devait faire une phrase pour la formation des enseignants, un cahier des charges. Et il y avait une phrase qui était
pour faire changer les pratiques. Former pour faire changer les pratiques. Nous étions un certain nombre de chercheurs dans cette commission et nous avons réfléchi que toutes les pratiques ne sont pas à changer des enseignants. Et que peut-être, dans certains cas, il ne s'agit pas de les changer, il s'agit de les conforter, peut-être de les valider. Et nous avons proposé la phrase « pour conforter ou faire évoluer les pratiques ». Cette phrase n'est jamais passée dans le texte définitif. Comme si l'idée de former pour conforter les pratiques était impossible à entendre ou à soutenir aujourd'hui. Et donc, il m'est venu l'idée qu'il y avait un rapport au changement qui était aujourd'hui très particulier, sans doute dans toute la société, mais je parle à l'école et je parle dans l'éducation, comme si le changement était devenu une norme substantive, sans, je suis une ancienne prof de français, sans complément d'objet direct. Réussir le changement, mais on ne sait pas trop lequel. Et c'est là où je me suis mis à essayer de réfléchir à ce qui se passait aussi pour les enseignants, parce que bien évidemment, dans mes recherches, j'ai été confrontée à ce thème de l'évolution des pratiques, des changements et des déstabilisations. Donc voilà comment ça m'est venu. C'est ça les anecdotes personnelles. Alors maintenant, pour être un peu buissonnière dans des lectures, parce que j'aimerais aussi, voilà, c'est un bistrot, donc on parle librement, donc des livres qu'on a aimés, donc je vous parlerai d'un certain nombre de livres que j'ai aimés. 3 citations pour ouvrir. Une qui m'a beaucoup marquée depuis longtemps, c'est une de Christophe Dejour, qui est un psychosociologue du travail que vous connaissez peut-être. Le discours de l'organisation recouvre le réel du travail. Dans Souffrance en France en 1998. Peut-être qu'on touche du doigt qu'un certain discours du changement, il est très organisationnel aujourd'hui, et que ce discours, comme d'autres, pas sur des changements, sur autre chose, parfois sur la citoyenneté, la mixité sociale, la République, il y a des discours d'organisation, et l'école est une organisation très bavarde. Historiquement en France, elle est très importante aussi, et donc voilà, moi ce qui m'intéresse comme sociologue, et comme ancienne, Stéphane ne l'a pas dit en me présentant, mais j'ai travaillé 15 ans comme prof de lettres, donc en collège et lycée, même si ça s'éloigne, c'est une expérience fondatrice dans mon parcours de sociologue, eh bien ce réel du travail enseignant, j'avais envie de mieux le dire que les ouvrages que j'avais en ma possession quand j'ai commencé à être sociologue. Bon, la deuxième citation, il y a quelqu'un qui a été étudiant dans un master dans l'assistance, alors ça va lui rappeler le cours, mais tant pis. Et puis à ceux qui ont fait sociaux, ça va vous rappeler aussi le cours, mais on va passer vite. Ah, c'est la note de bas de page de la page 35 de l'acteur et du système de Crozier. La notion de résistance au changement devrait être rayée du vocabulaire. Non qu'il n'y ait pas de résistance, mais celles-ci ne sont le plus souvent que l'expression de l'appréciation tout à fait raisonnable et légitime par les acteurs concernés, des risques qu'on comporte pour eux tout changement conçu en dehors d'eux et visant à rationaliser leur comportement, c'est-à-dire à les rendre plus prévisibles en supprimant leurs sources d'incertitude. Vous inquiétez pas, je ne fais pas un cours d'analyse stratégique, mais j'essaie de vous expliquer que cette réflexion veut faire la peau, si je puis me permettre cette expression, à une idée reçue, à savoir que globalement, les enseignants de ce pays résistent au changement. Alors, Crozier et Friedberg ont perdu sur un point, la notion de résistance à changement, elle n'a pas du tout disparu du vocabulaire. Et puis, alors, elle est très, très employée dans les élites, chez les politiques, chez même les inspecteurs, les cadres, et même moi, je l'emploie par facilité. Mais l'idée, c'est que cette notion, elle est assez vide, ou en tout cas, elle propose une vision qui me paraît tout à fait, finalement, stérile, et en tout cas, peu analytique, sauf bien sûr pour fustiger globalement une attitude qui est difficile à cerner ou à préciser. Et puis la dernière citation, je ne l'ai pas retrouvée alors parce que j'ai dû prêter le livre, mais du coup ça vient de Wikipédia, je ne suis pas très fière de moi. J'ai retrouvé la dernière citation, c'est une citation d'un philosophe qui s'appelle Pierre-André Taguieff et qui distingue bougisme et progrès. Et il va dire aujourd'hui, on est confronté à des mouvements qui en fait sont pas des progrès,
mais sont du bougisme parce que les acteurs ne voient pas en quoi ils font progrès. Donc là, j'ai repris une citation pour tenir mon propos, mais ce n'est pas cette citation que je voulais. Ceci dit, c'est mon anecdote personnelle. Mouvement autotélique sans pourquoi. Comment réussir le changement, mais pas pourquoi changer. Taguieff dit bien ça. Et mon hypothèse, parce qu'en fait, je n'ai pas cherché que sur les profs. À un moment donné, j'ai fait une enquête sur les chefs d'établissement, et j'y reviendrai. En fait, ils parlent tout le temps de bouger. Et c'est à partir de cette enquête que j'ai cherché sur ce mot de bougisme. Et peut-être qu'un des constats à faire, c'est qu'aujourd'hui, certains mouvements, certains changements ne sont pas perçus comme légitimes en termes d'amélioration et de progrès, et que c'est un problème. Donc ça, c'est des citations pour vous mettre un petit peu en appétit. Ce sont des gens qui m'ont aidé à réfléchir. Et maintenant, je voudrais revenir à mes travaux en fait sur les enseignants du second degré, c'est là où je prends des risques face aux enseignants d'EPS, et je voudrais revenir à l'analyse que j'ai proposée. J'ai essayé de nommer, à partir d'entretiens qualitatifs, à partir de mon expérience de 15 ans au départ dans le second degré, j'ai essayé de nommer des épreuves du travail enseignant. Alors, le mot épreuve, c'est un mot, je pourrais théoriquement le développer. Pour moi, une épreuve, c'est une tension ou un problème qui ne vient pas de l'individu lui-même, qui vient de la société. C'est une tension auquel il n'a pas le choix. Ce n'est pas un problème personnel, c'est une tension structurelle auquel le confronte la société et qu'il doit résoudre. Alors, j'aime bien ce mot épreuve, parce que l'épreuve est commune aux profs. Donc moi, j'ai analysé le travail enseignant en me servant de ce mot d'épreuve. L'épreuve est commune aux profs, mais les enseignants peuvent y faire face très différemment, avec des ressources très différentes, très individuelles. J'aime bien ce mot parce que ça me permet de repenser, un collectif de métiers, tout en pensant des choses qui se passent qui sont très individuelles chez les enseignants aujourd'hui. Donc j'aime cet outil théorique, on y reviendra si vous avez des questions dans le débat, on a 1 heure de débat. Alors je voudrais affirmer devant vous des choses, que ces épreuves du travail que j'ai repérées dans mes recherches, que j'ai nommées, sont reconfigurées aujourd'hui, travaillées par des évolutions sociétales très fortes. Je ne m'occupe pas du ministre, je ne m'occupe pas des politiques, je ne m'occupe même pas de la formation des enseignants, pas des compétences, pas de l'OCDE, pas de PISA. Je m'occupe juste du travail enseignant quotidien. Et ma thèse, c'est que, j'ai essayé de nommer les épreuves et les évolutions sociétales aujourd'hui. Et puis, tout est à discuter, surtout devant des enseignants avec qui je n'ai pas enquêté finement dans la discipline. J'avais enlevé aussi la philo, la technologie, j'avais enlevé plein de gens. J'avais pris des disciplines un peu centrales où il y avait beaucoup de monde pour essayer de faire ce descriptif. Et puis, c'est longtemps, on peut aussi contester, vous savez, les résultats des sciences sociales sont datés. La première épreuve, je l'appelle aujourd'hui l'épreuve curriculaire. Donner du sens au savoir, redéfinir tâches et exercices scolaires face à des enfants et des adolescents assidus d'Internet et des industries culturelles de masse. Ah, ça vaut aussi pour l'EPS, parce que là, je lis quand même, et puis j'écoute quand même un peu partout. Je vous donne un exemple tiré de PS. Alors, c'est donner du sens au savoir, mais aussi aux pratiques, aux tâches, aux exercices. Par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous vivez, c'est le rapport à la compétition. Si j'ai bien compris, mais pas finement, parce que je ne suis pas fortiche, je ne veux pas me tromper, mais tant pis, je prends des risques. Je pense qu'un certain nombre d'enseignants de PS sont confrontés à l'idée que le sport... Alors, par contre, excusez-moi, je fais un excursus. J'ai fait une enquête qui s'appelle l'éducation buissonnière, qui a été publiée en 2016, sur ce que font les jeunes ailleurs dans l'école. Et là, je suis tombée sur le sport, vous comprenez ? Mais je suis tombée sur le sport à l'extérieur de l'école. Et je suis tombée aussi sur des jeunes extrêmement compétitifs dans les clubs de sport, etc. Et qui expliquaient que le sport à l'école, c'était pas pareil, parce que c'était pas assez compétitif. C'était moins compétitif, c'était autre chose, etc.
Donc, j'en parle parce que l'épreuve curriculaire, elle concerne tous les profs. C'est l'idée que ce qu'on fait à l'école en termes de culture scolaire est travaillé par des choses qui se passent en dehors dans la culture juvénile, dans les pratiques des jeunes à l'extérieur de l'école. Alors, cette épreuve, je l'ai nommée dans le temps le deuil de la discipline pour le second degré, et pas pour le premier degré, parce que pour un certain nombre d'enseignants que j'ai interrogés, l'épreuve curriculaire consistait à se dire que la discipline aimée, pour laquelle on était passionné, n'était pas celle qu'on enseignait. Mais je pense que c'est une appellation qui est précise et peut-être trop précise par rapport à un certain nombre de choses que vivent d'autres enseignants. Pas sûr qu'il y ait une épreuve curriculaire qui a un deuil de la discipline pour les enseignants de PS. J'en sais rien. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve pédagogique. Faire réussir sans expertise stabilisée, je vais y revenir, face à des jeunes et des familles soumis à la pression scolaire. Cette épreuve pédagogique, dans un moment où les slogans un peu parfois repris par les syndicats, par des collectifs, consistent à faire réussir tous les élèves, ça veut dire réussir tous les élèves, mais dans un monde où la trajectoire scolaire est une anticipation de l'avenir social, dans un monde où le diplôme est source d'anxiété, où les études se prolongent avec l'idée qu'on prépare sa vie, son métier, son niveau social avec l'école, l'épreuve pédagogique est commune à tous les enseignants. Sauf que le problème de cette épreuve pédagogique, c'est qu'elle se décline dans un métier où, n'en déplaise aux prescripteurs de bonnes pratiques, il n'y a pas de bonnes pratiques décontextualisées, il n'y a pas de résultats certains sur l'efficacité des enseignants et des pédagogies. Ce n'est pas faute de chercher dessus et ce n'est pas faute d'avoir malgré tout quelques repères sur le fait que les enseignants ont une marge, bien sûr, dans cette réussite, que tout n'est pas équivalent et que, bien évidemment, cette efficacité pédagogique, elle est certainement plus ou moins grande. Pour autant, elle ne fait pas l'objet de résultats certains sur lesquels on pourrait s'appuyer. Et je suis souvent frappée, on en parlera si vous voulez, de voir qu'en France, les grands débats pédagogiques se polarisent de manière souvent assez caricaturale, se politisent aussi. J'ai une collègue, Sandrine Garcia, qui a montré comment en France, plus que dans d'autres pays, les pédagogies de projet, le socio-constructivisme ou les pédagogies traditionnelles, tout de suite ça monte aux politiques assez vite. Alors qu'il s'agit quand même aussi de débats d'experts sur ces pédagogies. Aujourd'hui, on a les neurosciences qui arrivent dans le débat. Mais on a toujours eu ces débats très vifs. Oui, mais les profs, ils sont plus ou moins au courant de ces débats d'experts. C'est le rôle de la formation. La formation, est-ce qu'elle est en France? Pas toujours au niveau. Et donc, bien des enseignants se sentent parfois seuls et lourdement mis en question par ce que j'ai appelé, là j'assume plus que dans la première épreuve, j'assume plus mon appellation, le fantôme de l'impuissance. Et même des collègues qui ont travaillé sur le premier degré, la formation de premier degré, parlent même, je ne l'ai pas fait, c'est encore plus fort, de renoncement pédagogique. Du nombre d'enseignants qui ne savent plus comment faire avec certains élèves et qui du coup font comme ils peuvent ou les laissent de côté ou font finalement de la socialisation comme on dit ou font de l'encouragement mais font plus vraiment ce qu'ils sont censés faire dans les apprentissages. Donc cette épreuve pédagogique, elle est commune à tous. Mais ce que je voulais dire pour finir là-dessus, sur ce point, c'est qu'elle n'est ce qu'elle est que parce que, et ça, personne d'entre nous va revenir là-dessus et personne ne revient, c'est un effet de système, que parce que l'école aujourd'hui est classante socialement pour tous les élèves et le lieu d'une angoisse aussi des familles. Il y a les élèves, mais quand c'est des petits, c'est plutôt les familles qu'il faut gérer. Plus c'est des adolescents, plus c'est des jeunes eux-mêmes qu'il faut gérer.
mais cette pression scolaire. Et dans mon enquête sur l'éducation buissonnière, je n'avais pas prévu d'en parler, mais ça me vient spontanément avec vous en face. Tous les jeunes, même ceux dont on peut supposer comme prof ou comme ancien prof qui ne fichent pas grand-chose à l'école, parlent de pression scolaire. Parce que la pression scolaire, elle existe même quand on ne fait rien à l'école. Même quand on est un gentil touriste ou un gentil fumiste. Elle existe parce qu'elle est systémique en fait. L'école classe même si on ne travaille pas. Et surtout si on ne travaille pas. Et puis la troisième épreuve sur laquelle j'ai passé une bonne moitié de ma carrière universitaire, donc je vais vous la faire brève ce soir, mais vous pouvez me relancer, c'est l'épreuve relationnelle. Ah, pourquoi j'y ai passé la moitié de ma carrière? Peut-être que parce que quand j'étais prof du second degré moi-même, dans le Pas-de-Calais, en collège, j'ai été balancée là à 22 ans, voilà, sans formation du tout, c'était il y a un certain temps. Moi, j'ai quand même bien dégusté sur le plan du climat de classe, sur le plan de la relation avec les jeunes. J'ai été chahutée, pas systématiquement, mais quand même pas mal. Et donc, en fait, cette épreuve relationnelle, je trouvais qu'elle n'était pas assez analysée. Puis j'entendais mes collègues qui mentaient en conseil de classe, hein, ils doivent toujours mentir. Ah, une classe très sympathique. Ah oui, quand on écoutait ce qui se passait, on sentait bien que ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai eu à cœur de dire que l'épreuve relationnelle est commune à tous les enseignants. Qu'ils soient chahutés ou pas, qu'ils soient jeunes ou pas, qu'ils soient en français, en SVT, en EPS ou en ce que vous voulez, et que pour travailler, l'enseignant, c'est très particulier, doit créer lui-même ses propres conditions de travail, qui sont un climat d'apprentissage favorable au travail, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai baptisé cette épreuve la cyclothymie de la relation, je trouve ça trop compliqué pour être bien séduisant ou vendeur, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. La cyclothymie de la relation, ça veut dire que le prof, il est baladé par l'humeur du groupe ou parfois de certains élèves et qui ne sait jamais comment ils vont être. Certes, le prof expérimenté, super fortiche, il est moins baladé que le jeune qui manque d'expérience, mais on peut toujours être baladé. Hein? Et mon idée, c'est que la crise d'entrée dans le métier que les professeurs d'ESP, d'INSPE, d'UFM essaient de travailler, elle est chronique pour les enseignants parce qu'elle peut toujours se rejouer avec des classes qu'on ne connaît pas, dans d'autres contextes. Cette épreuve, elle est travaillée par quelque chose qui est complètement structurel, qui est le changement des relations avec les jeunes et avec les adolescents. Et là, on se trouve devant un paradoxe. Je crois que globalement, on trouve tous, dans la société française actuelle, on va dire, allez, je me lance dans les généralités, je trouve qu'on trouve tous pas mal que les relations avec les enfants, les jeunes, soient plus démocratiques qu'avant, soient plus proches, plus affectives. Je trouve qu'on pense tous ça, en tout cas en tant que parents, en tant que citoyens, on trouve ça bien que les enfants ne se taisent pas pendant les repas, on trouve ça bien de leur demander leur avis. Sauf que quand on est à l'école, on peut avoir l'impression, quand on fait l'enquête, que les profs trouvent ça pas bien. Mais c'est pas vrai. Quand on les interroge, ils trouvent ça bien aussi. Sauf que ce qui se passe, c'est ce que j'essaie d'exprimer. L'épreuve relationnelle est rendue plus forte par la démocratisation des relations entre adultes et jeunes. Là, j'ai une anecdote qui me vient, je vais dire un peu du mal, je vais faire ma fonction publique là. J'avais fait une conférence avec un gros congrès très, très impressionnant, beaucoup plus que ce soir. Mais c'est bien de ne pas être impressionné, avec beaucoup de gens qui étaient des chefs d'établissement du privé. Et j'avais dit un peu ça. J'avais dit la démocratisation des relations. Et la première question que j'avais eue, c'est quelle démocratisation des relations ? Et donc il y avait l'idée, mais peut-être que vous, ça vous surprend aussi, que non, que c'était un constat qui n'était pas partagé. Mais là, malgré tout, il faut prendre un recul historique et s'apercevoir que si les relations entre les jeunes sont très différentes, et en particulier, les demandes relationnelles sont très différentes. Et je termine avec le mot de respect, qui est un mot qui est un faux ami et qui désigne deux choses complètement différentes aujourd'hui quand on est sociologue avec le même mot. Le respect, ça peut être le respect dû à l'adulte, inconditionnel, quoi qu'il fasse, pour le respecter. Hein, c'est l'autorité d'Hannah Arendt
post-guerre, hein, l'ancienne version de l'autorité. Et puis, il y a le respect des textes de rap. Enfin, il y a des textes de rap, mais le respect vu par les jeunes. Je respecte le prof s'il me respecte. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec le respect tel qu'il était pensé dans des formes d'autorité traditionnelles. Et donc, cette épreuve relationnelle, elle est travaillée. Et pourquoi j'ai fait la moitié de ma carrière universitaire? Parce que je pense que c'est une épreuve qui n'est pas prise en charge par les prescriptions, qui n'est pas beaucoup prise en charge forcément par les solidarités d'enseignants et qui colore parfois l'ensemble du métier. Pas tout le temps, certainement. Pas toujours. Quand je parle devant des publics du premier degré, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de différences avec le public, enfin avec les enseignants du second degré, qui étaient ceux avec qui j'ai élaboré un petit peu ce schéma. Donc voilà ce que je propose pour parler des changements sociétaux du travail enseignant.